Le chapitre 8 de la cour permet rapidement au lecteur de retrouver des thématiques déjà rencontrées dans les chapitres précédents. On va retrouver en effet les passions qui dominent la raison, la vie sociale agitée et vide de sens qui ne correspond en réalité qu'à la recherche par les individus de leur propre intérêt, et puis au final, une rivalité sociale exacerbée entre les nobles. Dès l'ouverture du chapitre, La Bruyère présente l'arme essentielle dont tout noble a besoin à la cour, l'hypocrisie. En effet, l'hypocrisie est indispensable pour survivre dans ce monde. Il faut absolument maîtriser ses émotions, il faut maîtriser ses gestes, bref, il faut jouer un rôle, être un véritable comédien qui cache son vrai visage derrière un masque. La vie de la cour à Versailles est en effet, comme dans les chapitres précédents, liée à une passion qui anime toutes les actions des courtisans. Cette fois-ci, c'est l'ambition qui est au cœur de cette vie sociale. L'ambition, la quête du pouvoir et de la reconnaissance. Les courtisans n'agissent en effet que pour se faire remarquer. Ainsi, haine, au milieu de la foule, pousse tout le monde pour qu'on le voie et qu'on le distingue. Et de la même manière, dans une autre remarque, la remarque 17, on voit que les courtisans sont dans une sorte de rivalité permanente entre eux pour qu'un grand les remarque. Un grand, c'est-à-dire un membre des grandes familles, dont il sera question d'ailleurs dans le chapitre suivant. Et on voit bien dans cette remarque 17 cette sorte de jeu de construction circulaire qui s'écroule et se reconstruit tout de suite autour de quelqu'un qui a une position sociale supérieure. Donc on voit cette vie sociale tout à fait agitée où des cercles se forment de manière éphémère chaque fois que quelqu'un peut avoir l'apparence d'avoir de la puissance. La Bruyère est particulièrement sévère à ce propos, lorsqu'il note à quel point les courtisans sont changés par la présence d'un noble supérieur. Non seulement leur visage, mais leur corps se soumettent à la hiérarchie et ils perdent ainsi toute dignité. Cette remarque 13 est particulièrement explicite puisqu'il précise à quel point cette soumission en fait et cette quête du pouvoir va enlaidir les personnes. Cette vie à la cour est par conséquent, comme la vie à la ville, une vie sociale agitée où tout le monde est dans une sorte de mouvement perpétuel. L'agitation extérieure des corps se superpose en réalité à l'agitation intérieure des passions. L'intérêt, l'égoïsme, l'ambition sont les motivations de cette course incessante et ces divertissements permanents. Il ne s'agit pas d'une vie de plaisir, d'une vie de futilité. C'est la différence avec la vie à Paris où les bourgeois s'agitent dans tous les sens, mais sans que cela ait le moindre sens et la moindre conséquence. Ici, au contraire, à la cour, on est dans le cercle du pouvoir et on peut être amené à occuper des postes de pouvoir, comme Simon et Clitandre. C'est donc derrière les apparences d'un tourbillon futile, un jeu de stratégie où chacun avance ses propres pions. La Bruyère utilise d'ailleurs le jeu d'échecs pour appuyer cette idée, en insistant en particulier sur l'aspect guerrier de cette lutte cachée. La conséquence de cette guerre larvée qui se joue entre les courtisans est par conséquent l'impossibilité de faire confiance à la parole de l'autre. Aucune amitié n'est possible, mais même toute relation sociale en dehors du doute et de la méfiance. On voit à quel point l'idéal de l'honnête homme, abordé au chapitre 5, est inaccessible. Aucun esprit de conversation, fait de respect et de sincérité, n'est envisagé dans une société où tout le monde est hypocrite, où tout le monde est masqué. Et les différentes remarques, comme la remarque 32 ou la remarque 39, insistent véritablement sur le fait que finalement, aucune confiance et aucune amitié n'est possible entre les hommes à la cour. Il est ainsi logique qu'à la fin du chapitre, La Bruyère place un certain nombre de remarques plus philosophiques, reprenant le thème du Theatrum Mundi. En fait, dès le portrait de Ménophile, un peu plus tôt, il a présenté le personnage comme un comédien qui porte un costume et un masque symbolique pour dénoncer justement ce comportement hypocrite qui a lieu dans cette cour. Par la suite, il fait référence encore au théâtre pour évoquer la nécessité de séparer le vrai du faux, l'être réel derrière le paraître mensonger.
Dans cette liste de divertissements joyeux, qui cachent en fait des affaires sérieuses qui se déroulent, la présence de Molière et d'Arlequin ne relève pas du hasard. Les comédies de Molière s'efforcent de dévoiler en effet les passions par le rire, et la Commedia dell'arte, c'est-à-dire Arlequin, est un théâtre de comédiens masqués qui se moquent également des ridicules. Donc on voit que, à travers cette remarque 63, se cache en réalité directement une référence au Theatrum Mundi, c'est-à-dire en réalité au fait de faire toujours bien attention à la scène sur laquelle on joue. Cependant, c'est à la fin du chapitre que La Bruyère expose de manière explicite la métaphore théâtrale et donc le thème du Theatrum Mundi, en faisant de la cour un théâtre et des courtisans des comédiens, des acteurs qui jouent la même pièce que leurs prédécesseurs. Car en effet, il ne faut pas oublier la phrase qui ouvre le premier chapitre des caractères. Chapitre qui n'est pas un autre programme, mais il faut absolument avoir cette phrase en tête, puisqu'elle met en valeur le pessimisme fondamental de La Bruyère, pessimisme lié à la vision chrétienne de l'homme, d'où le terme de pessimisme chrétien. Pour La Bruyère, l'homme ne change pas au cours des temps, les ambitions sont identiques. D'où la conclusion très amère de ce chapitre, car comme dans le chapitre 5 sur la conversation, où le sage se retirait tellement il était impossible d'avoir des conversations, ou l'esprit de conversation, c'est-à-dire le respect des uns et des autres, puisse réellement s'exercer, eh bien ce sage qui partait déjà au chapitre 5, ici on le retrouve, puisque à la cour, l'Esprit Saint qui connaît la cour a hâte justement d'en partir et de goûter la solitude.